Pour moi, et je pense que c'est le cas de tout être humain, quand on est dans un entre-soi, on réalise pas sa différence. C'est-à-dire que si on est qu'entre pauvres, on ne sait pas qu'on est pauvre. Si on est qu'entre réfugiés, on ne sait pas qu'on est réfugié. Et c'est qu'une fois qu'on est confronté à un regard qui nous renvoie à notre différence, qu'on se questionne sur cette différence. Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je pars à la rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant. Il y avait une fille notamment qui me traitait de bougnoule, mais alors je ne savais pas ce que ça voulait dire à cette époque. Donc j'ai mis peut-être une bonne année avant de comprendre ce que ça voulait dire et avant de pouvoir répondre, parce que je maîtrisais pas la langue, j'avais aucun outil, enfin j'avais pas de répondant. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. Bonne écoute. Salam alaikum Rima, Ouais, comme c'est Abdelrahman, merci d'avoir accepté mon invitation. je t'en prie. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Rima Hassan, je vis à Paris et je travaille actuellement à la Cour nationale du droit d'asile. J'expliquerai un peu plus en détail ce qu'il en est. Et voilà, je suis d'origine palestinienne. Et voilà. Tu es rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile, tu es une ancienne réfugiée. Comment est-ce que Mhm. tu en es arrivé là? Ouais, exactement. Donc, moi, j'ai un parcours de famille qui est assez particulier, puisque mes grands-parents sont originaires de la Nakba, donc qui est la catastrophe en arabe littéraire et qui correspond à la période d'exil massif de réfugiés palestiniens, suite notamment à la création de l'État d'Israël et des conflits que ça a généré entre donc, les populations palestiniennes et les nouvelles personnes qui sont arrivées sur cette terre. Et donc mes grands-parents se sont exilés du fait des conflits en Syrie et ils se sont installés dans un camp palestinien, le camp d'Elab. Et je suis née dans ce camp-là, comme mes parents d'ailleurs. Mhm. Et donc, je suis arrivée en France à une dizaine d'années. Et puis, j'ai suivi un parcours scolaire on ne peut plus banal. Mais c'est vraiment à l'université que j'ai commencé à m'intéresser et me spécialiser aux questions de droit international et de droits de l'homme plus particulièrement. Et dans cette spécialité qui englobe énormément de choses, je me suis spécialisée sur la question des réfugiés. Et suite à l'obtention de mon master 1, master 2, pardon, j'ai intégré l'OFPRA, donc qui est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en France, et qui est, pour faire simple, l'administration spécialisée en France qui statue en premier recours sur une demande d'asile, donc une demande de protection internationale. D'accord. Et voilà, donc j'en suis arrivée à la cour juste après ça. Donc, comme j'ai que 27 ans, je suis aussi jeune diplômée. Mais voilà, j'ai travaillé à l'OFPRA et ensuite j'ai été intégrée à la Cour nationale des droits d'asile. Alors, j'explique brièvement pour ces essais qui ne sont pas initiés. Mhm. Concrètement, quand un réfugié arrive en France ou un demandeur d'asile, s'il veut faire une demande de protection internationale, il passe en premier recours devant l'OFPRA, donc qui est l'administration spécialisée en France. Et s'il est rejeté, enfin, si sa demande est rejetée, il a la possibilité de faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui, elle, va statuer en deuxième recours. Et donc, en fait, j'ai vraiment voulu suivre le parcours d'un réfugié. Donc, un réfugié, quand il arrive en France, il fait sa demande d'abord à l'OFPRA et ensuite, s'il est rejeté, il passe à la cour. Et je voulais vraiment voir du coup les deux, comment travailler ces deux entités. Il y en a une, c'est une administration, et l'autre, c'est une juridiction administrative. Donc, le fonctionnement n'est vraiment pas le même. Et voilà, je m'épanouis beaucoup dans ce travail. Et voilà, comme je le disais, je suis spécialisée, mais surtout passionnée par ces questions. D'accord. Si on revient un peu sur ta jeunesse, Mhm. à quel âge tu es arrivé en France? Donc, je suis arrivée en France à 10 ans, une dizaine d'années. Donc tu as quand même pas mal de souvenirs de ta vie en Palestine. Alors moi, du coup, ce que je disais, c'est que j'ai grandi dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie. C'est mes grands-parents qui ont quitté la Palestine. Et moi, comme mes parents d'ailleurs, on a vraiment grandi dans les camps palestiniens. Mais c'est un problème c'est une question qui est très très peu connue, notamment parfois même la communauté arabe, arabo-musulmane, enfin, je sais pas trop comment la définir. Mais je me rendais souvent compte qu'en France, quand je parlais justement de mes origines palestiniennes,
la première question qu'on posait, c'est ah mais ça doit être comment, mais c'est comment la Palestine, etc. Mhm. Et on n'avait pas à l'esprit que aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que moi j'ai vraiment voulu, j'ai envie de consacrer ma vie à cette cause, à la cause des réfugiés, parce que aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a plus de 33% des Palestiniens qui vivent dans des camps. Donc là, on parle que de ceux qui vivent dans des camps, mais il y a aussi des réfugiés palestiniens, voilà, qui se sont déplacés à cause de la colonisation, à cause de plein d'autres choses, qui sont pas forcément dans des camps. Mais c'est pour te dire l'ampleur de la question, c'est-à-dire que les Palestiniens sont pour la plupart des réfugiés. Et aujourd'hui, voilà, on a tendance juste à réduire les Palestiniens alors un pays de rattachement, un territoire de rattachement, alors que en fait, c'est un peuple qui existe. Et c'est le grand malheur de ce peuple-là, pour moi, c'est sa situation d'exil. Donc, il y a toujours, ouais, souvent une confusion. J'ai toujours eu besoin de rectifier en me disant, bah non, je connais rien de la Palestine aujourd'hui en termes d'expérience de vie, mais j'ai grandi dans un camp. Donc, moi, ce qui me définit aujourd'hui, c'est la cause des réfugiés palestiniens qui vivent et qui ont grandi et qui, pour certains, meurent dans des camps. Ils sont répartis dans combien de pays, les réfugiés palestiniens? Il y en a énormément, mais ils sont répartis entre le Liban, la Syrie. En fait, il faut savoir qu'en 1948, donc au moment de ce mouvement enfin, cet exil palestinien, au moment de la Nakba, les réfugiés palestiniens se sont installés dans 3 pays, qui sont les 3 pays voisins de la Palestine, donc la Syrie, le Liban et la Jordanie. Mhm. La Jordanie a une histoire un peu particulière. C'est un pays qui n'était pas très peuplé. Ils ont naturalisé dans les années 80-90 énormément de Palestiniens, au point qu'aujourd'hui, en Jordanie, la plupart des gens qui y vivent, ce sont en fait en réalité des Palestiniens qui ont été naturalisés. Donc, qui ont aujourd'hui la nationalité jordanienne. Donc, ils ont une réalité d'insertion et d'installation dans le pays qui est complètement différente de celle des réfugiés palestiniens en Syrie et de celle des réfugiés palestiniens au Liban. Donc, ils n'ont pas, à proprement parlé, vécu dans des camps, etc. En tout cas, ils sont aujourd'hui totalement insérés. Et du coup, les camps qui existent encore aujourd'hui à l'heure actuelle, en 2020, ce sont les camps de réfugiés palestiniens qui sont en premier lieu installés donc, en Syrie, au Liban. Donc ça, c'est des réfugiés palestiniens qui se sont installés à l'extérieur, en dehors de la Palestine. Et ensuite, il y a aussi les réfugiés palestiniens qui vivent à l'intérieur. Donc ce sont des déplacés internes. Et il y a énormément de camps qui sont installés, mais à l'intérieur du territoire. C'est des personnes qui ont été déplacées de force d'une ville, d'un village, à cause de conflits, à cause de la colonisation, peu importe. Et à un moment donné, ils ont été obligés de se déplacer. Et pour certains, effectivement, ils vivent dans des camps à l'intérieur même des territoires palestiniens. D'accord. Et par rapport à la Syrie, vu qu'il y a la guerre en ce moment, du coup, ils sont toujours là-bas, les Palestiniens, dans des camps? Oui, oui, alors il y a plusieurs réalités, hein. Il y a le camp de Yarmouk qui était à Damas, dans la banlieue de Damas, et qui a été complètement vidé de sa population parce qu'à un moment donné, il a été complètement encerclé soit par les autorités syriennes, soit par des milices qui étaient sur place. Et donc, il a été complètement vidé. Pour la plupart, ils étaient en exil. Et en fait, c'est vraiment ça le malheur aussi des Palestiniens, qui bien sûr est aussi celui des Syriens. C'est que pour beaucoup, en tout cas ceux qui sont en Syrie, ils sont aujourd'hui doublement exilés. Donc ils sont d'une part exilés de leur terre natale, et ils se sont retrouvés dans un pays qui, en fin de compte, à un moment donné, s'est embrasé, et ils sont aujourd'hui doublement exilés. Donc pour beaucoup, ils sont comme les Syriens, en fait. Il y a une situation de violence et de guerre, donc pour beaucoup, ils ont aussi fui. Et d'autres sont encore installés. Effectivement, moi, le camp dans lequel je suis née, il est dans la banlieue d'Alep. Et il est encore peuplé de sa population. J'ai encore de la famille là-bas. Enfin, donc voilà, c'était très problématique à un moment donné, puisque Alep était quand même la ville martyre du conflit syrien. Et on a eu beaucoup peur aussi pour ce camp-là. Mais en fin de compte, voilà, à part quelques intrusions dans le camp comme je le disais tout à l'heure, parfois les autorités, à d'autres moments des milices, le camp n'a pas été rasé, bombardé, il existe encore. D'accord. Tu as des souvenirs de ta vie en Syrie quand tu étais jeune? Oui, oui, j'en ai. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que j'ai tendance à dire que tout allait bien jusqu'à ce que j'arrive en France, en fait. Donc,
pour moi, et je pense que c'est le cas de tout être humain, quand on est dans un entre-soi, on réalise pas sa différence. C'est-à-dire que si on est qu'entre pauvres, on ne sait pas qu'on est pauvre. Si on est qu'entre réfugiés, on ne sait pas qu'on est réfugié. Et c'est qu'une fois qu'on est confronté à un regard qui nous renvoie à notre différence, qu'on se questionne sur cette différence. Donc les souvenirs que j'en ai, ça va être paradoxal, hein, alors que voilà, j'ai grandi dans un camp, etc. Mais j'ai des souvenirs qui sont globalement sain pour un enfant. Je jouais, je mangeais, j'allais à l'école, donc j'ai quelques souvenirs de famille, etc. Mais c'est vrai que j'ai aussi, et je m'en suis rendu compte un peu plus tard, parce que je les comprenais pas et je les identifiais pas, et surtout je faisais pas forcément le lien avec la situation des exilés palestiniens, mais je me suis rendu compte plus tard la lourdeur d'une violence qui était pesante et constante dans le camp. Il y avait vraiment une ambiance qui était très lourde, une, et, une, et des personnes dont je pouvais, voilà, qui pouvaient être des voisins, ou que je pouvais croiser, chanter où j'avais vraiment le sentiment que tout pouvait exploser, quoi. Vraiment, il y avait un sentiment qui était très pesant comme ça dans le camp. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on absorbe beaucoup quand on est enfant, un sentiment que les gens qui nous entourent sont tous à fleur de peau. Mhm. Et effectivement, voilà, j'ai quelques souvenirs de sentiments de personnes qui étaient ouais, qui étaient à bout, je pense, qui étaient à bout de cette situation-là. Mais je pense que voilà, à une dizaine d'années, on ne fait pas le lien, je veux dire, avec la situation, surtout la situation des Palestiniens, qui est très très complexe. Donc c'est que plus tard que j'ai commencé à faire les liens entre ce qu'on vivait et ce qu'on ressentait à ce moment. Mais globalement, les souvenirs que j'en ai, c'est des souvenirs d'une enfant et qui était dans un entre-soi. Donc, j'avais pas vraiment conscience de ce qui se passait, quoi. D'accord. Tu étais plutôt contente ou pas contente quand on t'a annoncé que tu allais aller en France? Je me souviens, alors ça a été très brutal parce que faut savoir que mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Donc ma mère est d'abord partie quand j'avais 3 ans et elle est revenue me chercher quelques années plus tard. Mais c'était très conflictuel niveau familial. Enfin, on va pas ici à s'attarder sur ça, mais c'était très compliqué niveau familial. Donc il n'y avait pas de consensus sur le fait qu'on devait partir en France, se préparer, etc. Donc, globalement, ma mère a négocié la chose, je pense, avec mon père. Elle est venue, elle nous a ramenés. Et ça a été très brutal, hein. Moi, l'image que j'en ai, c'est qu'on nous a mis dans un avion et boum, on arrive dans un nouveau décor. Donc, ça a été très brutal pour moi. Vraiment, sur le coup, les derniers souvenirs que j'ai, c'est d'avoir quitté la Syrie en plein hiver. Il neigeait et avec quelques sacs je me réveille et je suis en France. Donc, nouvelle maison, nouveau décor, nouveau pays, etc. Mhm. Et donc c'était assez brutal pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et surtout que un camp, oui, la Syrie, enfin, je veux dire, on n'y retournait pas tous les étés, quoi. C'était pas le pays où on allait en vacances tous les étés. Donc je suis quasiment jamais retournée en Syrie. Donc en fait, du jour au lendemain, je n'ai plus revu mon père, ma famille, des gens que je côtoyais dans l'école du camp, etc. Donc le souvenir que j'en ai, c'est vraiment le côté un peu brutal. Et ensuite, ça a été d'autant plus brutal en termes d'accueil parce qu'en France, ça a été très très compliqué les premières années. Moi, je suis arrivée dans une toute petite ville à Niort, donc qui est à côté de La Rochelle, donc voilà, qui est composée à peine de peut-être 60 000 habitants. Mhm. Et j'avoue que ça a été très très brutal parce qu'on parlait pas le français. Et on a été scolarisés, mais vraiment direct, quoi. Et c'était une priorité pour ma mère, c'était indispensable de nous scolariser. Alors Mhm. c'est hyper bien, hein, parce que c'est un facteur de développement et d'intégration, même si j'aime pas trop ce terme, mais ça a été brutal parce que on était vraiment les sauvageons de la cour de récré. On n'avait pas vraiment de quoi s'habiller, on était dans une période très très difficile pour ma mère. On était 6 enfants et elle était seule et elle repartait elle de zéro, donc D'accord. elle avait vraiment très 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 peu de moyens pour me faire vivre. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était assez brutal quand je suis arrivée en France et avec des questions voilà, de racisme, d'ignorance et difficulté à se faire accepter, quoi. Donc, Tu as senti le racisme dès ton arrivée en France? oui, oui, oui. Ah oui, moi j'ai, ouais, ouais. Moi je suis arrivée dans cette école dont je te parlais.
où j'avais une instite qui m'avait vraiment mais placardée. C'est-à-dire que j'étais au fond de la classe, elle n'a rien fait pour que je puisse participer à des échanges ou m'intégrer tout simplement, voilà, en connaissant aussi notre histoire, quoi. Et j'étais très isolée et j'ai le souvenir d'être tombée un jour dans les escaliers. Elle m'avait dit que c'était bien fait et c'était l'amie d'une de mes, enfin, une des amies de ma mère qui, euh, qui parlait très bien le français, etc., qui était venue justement s'entretenir avec l'instit pour lui faire comprendre que si ça se reproduisait, ça allait porter l'affaire. Voilà, pour donner suite, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à être un peu plus attentive. Mais donc, il y avait le côté déjà racisme presque institutionnel, c'est-à-dire que c'est l'institution, quoi, c'est l'école, quoi, qui t'accepte pas. Et il y Oui. avait aussi le racisme des enfants, quoi. Enfin, il y avait une fille notamment qui me traitait de bougnoule, mais alors je ne savais pas ce que ça voulait dire à cette époque. Donc j'ai mis peut-être une bonne année avant de comprendre ce que ça voulait dire et avant de pouvoir répondre, parce que je maîtrisais pas la langue, j'avais aucun outil, enfin j'avais pas de répondant. Donc j'ai mis du temps effectivement à m'armer contre ça et à comprendre aussi l'ampleur de la chose. Enfin, moi, je sors d'un camp où je suis qu'avec des Palestiniens. Clairement, la question de la différence, nous, on la connaissait pas. Et on arrive en France où on est, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quoi. C'est que c'est les personnes qui te renvoient que tu es différent. À la base, toi, tu t'identifies pas forcément comme étant quelqu'un de différent, mais c'est le regard qu'on pose sur toi qui te renvoie à cette différence-là, quoi. Donc oui, ça a été un peu brutal. C'est un peu, mais voilà, je pense que c'est propre à toutes ces petites villes en France qui ont vu arriver les premiers Noirs et Arabes. Et, euh, et on a tous pris les mêmes claques, je pense, vraiment. Enfin, moi, ce que je raconte, c'est rien de nouveau. Il y a énormément de personnes immigrées en France qui ont le même discours que moi sur les premières années d'installation en France. Tu sais comment ta mère a fait pour venir en France? Elle a fait une demande d'asile. Alors, ma mère, elle avait, elle avait pas mal de chance parce qu'elle avait déjà une sœur qui était installée ici. Et ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vraiment le malheur des Palestiniens, c'est qu'ils sont éparpillés. Euh, Moi, je souffre beaucoup de pas avoir de lien avec la diaspora palestinienne. Vraiment, c'est quelque chose. Je suis en quête d'échange avec des Palestiniens. J'ai beaucoup de mal à connecter avec celles et ceux qui sont installés, éparpillés partout dans le monde. Mais ma famille, c'est typiquement ça. J'ai des oncles qui sont un peu partout, des tantes qui sont un peu partout, parce que justement, ils voulaient pas mourir dans les camps. Et donc, ma tante fait partie justement des membres de ma famille qui, très tôt, a essayé de partir avec son mari. Et donc, elle s'était installée en France, à Niort, justement. C'est pour ça que ma mère avait choisi cette ville. Et donc, ma mère est d'abord venue toute seule pour rendre visite à sa sœur. Et effectivement, après, elle est passée justement dans le processus de la demande d'asile. Et ce n'est que quelques années plus tard qu'elle nous a fait venir. Pour moi, la période du collège, c'est la période l'une des périodes les plus difficiles parce que les enfants sont très méchants. Mm. Donc j'imagine que toi, en plus, vu que tu comprenais pas la langue, ça a dû être extrêmement compliqué de. Alors, au collège, ça allait encore parce que là, je parlais déjà le français, parce que quand je suis arrivée, c'était vraiment la primaire, hein. Et ensuite, j'ai très très vite appris le français, vraiment très très vite. Et ensuite, au collège, ça allait. Puis après, il faut savoir que moi, alors, ça va peut-être faire rire certaines personnes qui vont nous écouter, mais j'ai grandi en ZEP et en ZUP. Alors à Niort, c'est voilà, ça reste une petite ville, donc ça n'a rien à voir avec la banlieue parisienne, quoi. Mais voilà, en fin de compte, au collège, à un moment donné, je me suis quand même retrouvée avec des gens qui étaient comme moi, en fait. Donc il y avait un mélange qui était très intéressant et qui était très joli, enfin très beau. En tout cas pour moi, j'avais autant de potes français de souche, quoi. Et après au collège, étant donné qu'on était plus nombreux, je me retrouvais avec voilà, des personnes qui venaient de partout. Il y avait des Kosovars, des Maghrébins, des Togolais, des Sénégalais. Enfin, je me retrouvais avec plein de gens du coup du quartier qui étaient très différents. Et à ce moment, la question du vivre ensemble, la tolérance, voilà, on parlait même pas de qui on était, quoi. Genre, Hmm. ça se passait très bien. Hmm. Mais c'est vrai que c'était plus les premières années vraiment de primaire où là ça a été compliqué. Mais ensuite, collège, lycée, de toute façon, je pense que je me suis beaucoup blindée. Je me suis armée et j'étais
une fille qui était très, très, très rebelle, insolente presque, vraiment insolente, très rebelle, très rejet de l'autorité, etc. Et c'est pas venu de nulle part. Je pense que quand on vit les premiers mois en France en étant rejeté, on finit aussi par rejeter, quoi. Donc j'ai mis beaucoup de temps à m'apaiser, à avoir un lien qui soit un peu plus sain avec l'éducation et avec ce qui représente l'institution, en fait, les profs. Donc voilà, mais du coup, ça s'est très très bien passé au collège et ça s'est très très bien passé au lycée pour moi. Mais voilà, dès que j'ai pu, j'ai quitté Niort en tout cas. Dès que j'ai eu mon bac, j'ai quitté Niort pour mes études de droit à Paris. D'accord. Donc, oui, après ça, tu as fait. Je vois aussi que tu es passé par l'université de Montpellier. Oui, j'ai fait mes 2 premières années en région parisienne de droit et c'était très compliqué. Enfin, je pense que faut se mettre à la place de quelqu'un qui sort d'une toute petite ville, Hmm. très très calme, où il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram, il y a quelques bus qui circulent et encore. Et en arrivant en région parisienne, voilà, j'étais seule. Je suis arrivée clairement avec une toute petite valise. Je me suis installée dans un petit 9 mètres carrés du Crous. Et yallah, quoi. Alors, je devais aller assurer mes cours de droit, taffer le soir dans des petits jobs. Et au bout de 2 années, j'ai commencé vraiment à m'épuiser. J'étais fatiguée. J'ai déjà de l'ambiance à Paris. Et Mhm. du coup, je suis partie. Effectivement, j'ai fait ma L3 à Montpellier. Ça a été une petite année pause parce que c'est une très belle ville et c'est une ville qui était beaucoup plus saine à vivre, beaucoup plus calme, quoi. Genre, j'ai fait une petite pause, quoi. Donc, c'était moins dans le côté speed. Je me suis un peu plus consacrée à mes études et j'ai pu faire d'autres choses, etc. Mais c'était une ville qui était beaucoup plus douce à vivre. Et voilà, donc oui, ça a été un petit break parce que l'arrivée à Paris était un peu violente. Et ensuite, je suis allée au Liban Hmm. pour mon master 1. Pourquoi tu as décidé d'aller au Liban? En fait, je voulais un pays arabe. Clairement, je suis allée voir le Bureau des relations internationales et je leur ai dit, je veux partir en échange, mais je veux un pays arabophone. Et j'avais besoin de reconnecter. C'est ce que je te disais tout à l'heure, que moi, ça a été très, très brutal, hein. On m'a enlevé du camp, on m'a mis dans un avion et je suis arrivée en France. Et la coupure avec ce qui, pour moi, quand même mes racines, c'est-à-dire la langue, la culture, la musique, les sonorités, les odeurs, la nourriture, euh, tout ça, c'est parti du jour au lendemain. Et dans ma construction, du coup, personnelle, en tant que femme, en tant que personne adulte, arrive un moment où j'ai vraiment mais le mal du pays, quoi. Alors que j'ai pas de pays, c'est ça aussi qui est très, très bizarre, c'est que Hmm. j'ai pas forcément de pays de rattachement parce que je le dis toujours, la Palestine, moi, c'est mon pays de cœur, mais je n'y connais rien et c'est pas le pays qui me rattache aujourd'hui, j'y suis pas née. Et la Syrie, je ne pouvais pas non plus me définir comme syrienne parce que je ne suis pas syrienne. J'ai vécu dans un camp en Syrie, mais un camp palestinien. Mais j'avais une nostalgie c'est pas de l'identité arabe, voilà, de la culture, quoi, dans laquelle moi j'ai baigné. Et donc, j'avais vraiment besoin de reconnecter. Et à ce moment-là, on m'a proposé plusieurs pays, mais bon, ils étaient tous instables. Il y avait l'Égypte, mais c'était vraiment à la période où c'était pas du tout stable, donc ils pouvaient pas envoyer des étudiants. Mhm. Il y avait éventuellement la Jordanie, mais le problème de la Jordanie, c'est que le master tout en entier était qu'en anglais et j'avais juste peur de pas valider tout le master en travaillant qu'en anglais. Et le Liban, en fait, c'était bien parce que c'était un entre-deux. La quasi-totalité, c'était dans une université française, enfin francophone, pardon, donc c'est des Libanais, mais francophone. Et il y avait quelques modules en arabe et en anglais, donc c'était parfait pour moi parce que je voulais perfectionner ces 2 langues, mais en même temps, je voulais m'assurer que mon année pouvait être validée. Tu savais pourquoi tu voulais faire du droit à ce moment-là? Je l'ai su, je pense, dès le lycée. Au lycée, en fait, j'ai fait un bac S. Ma mère voulait absolument que je fasse médecine, mais comme beaucoup de familles arabes, c'est soit Mhm. tu fais médecin, ingénieur ou avocat, et voilà. Donc du coup, enfin, voilà, je voulais plus faire un parcours scientifique initialement, mais vraiment enfin, au lycée, je me suis beaucoup beaucoup intéressée à des questions internationales, des questions de droits de l'homme, et c'est à ce moment-là que j'ai voulu faire soit du droit, soit Sciences Po.
Et je suis allée du coup en fac de droit. Mais c'était déjà identifié dans ma tête, hein. Je voulais faire du droit, D'accord. des droits de l'homme, et j'étais intéressée dès la L1 sur ces questions-là. Ok. Et ensuite, tu as Ouais. enchaîné avec Paris 1 à la Sorbonne. Ouais, exactement. Donc ensuite, je suis rentrée, j'ai fait un master 2, donc dernière année à Paris 1, donc à la Sorbonne, et en droit international et organisation internationale. Mhm. Et du coup, tu as fait un doctorat. Je sais pas si tu l'as terminé ou si tu... Non, ouais, j'ai ouais, j'ai fait 2 années de thèse en fait à la suite de mon master 1, master 2 pardon. Mon directeur de mémoire à ce moment-là, on avait échangé pour que je puisse voir si je pouvais continuer ou pas. J'avais encore envie d'approfondir certains sujets, et notamment justement la question des réfugiés et des camps. Et je voulais travailler sur le droit applicable dans les camps de réfugiés. C'est un sujet qui intéressait également mon directeur de mémoire, puisque sauf que c'était quelqu'un qui était spécialisé sur l'Afrique, mais également sur l'immigration. Et du coup, voilà, j'ai fait 2 années de thèse. À ce moment-là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je travaillais déjà à l'OFPRA et j'étais chargée de TD en DIT aussi. Et arrive un moment où je suis lassée en fait de la théorie, parce que c'est vachement théorique, un travail de recherche, c'est quasiment que ça. Et ça manquait de pratique pour moi. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de voir les camps, de les étudier un à un. Et là, j'étais beaucoup plus dans la notion. Qu'est-ce que c'est un camp? Comment le droit est appliqué? Que font les États? Etc. Donc, c'était très théorique. Et plus je rentrais dans la théorie, et plus je m'éloignais, en fait, de la réalité des êtres humains qui vivaient dans ces camps. Donc, arrive un moment où je me dis, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est les camps. Et Mhm. c'est pas de faire un doctorat, de prendre une thèse que 3 personnes liront dans mon entourage, quoi. Donc, du coup, j'arrête la thèse. Et on en vient du coup à mon projet de vie qui est l'Observatoire des camps de réfugiés. D'accord. Donc, que tu as fondé. Voilà, que j'ai fondé vraiment dans la foulée quelques mois après. J'ai arrêté la thèse et je me suis laissé 4 mois peut-être de vide, vraiment de réflexion sur qu'est-ce que je vais faire, quoi. Ça fait 2 ans que je ponds des notes de thèse, que j'ai lu énormément de choses sur ce sujet. J'ai pas envie de tout lâcher, tout abandonner. Et qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et 3 à 4 mois de réflexion vraiment, et arrive un moment où je commence à pondre au travail sur une pause déjeuner des statuts d'une association. Alors au début, j'avais même pas le nom, j'avais toujours pas identifié le nom que j'allais donner, mais je commence à me dire ah ben on pourrait faire telle mission, telle mission, telle mission. Et voilà, du coup j'ai fondé l'Observatoire et j'ai déposé les statuts officiellement en mai 2019. Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne. Donc l'Observatoire des camps de réfugiés, donc c'est une association, enfin une association qui se développe vraiment là, actuellement en ONG avec une dimension internationale. Et on a 3 missions au sein de cette ONG. Euh, Ces 3 missions sont l'étude des camps. Donc sur l'étude des camps, ça comprend un travail de recensement des camps qui sont installés dans le monde et une élaboration de fiches explicatives sur les camps qu'on va étudier, donc d'une dizaine de pages à peu près, pour vraiment appuyer cette mission d'information et de sensibilisation sur une problématique en fin de compte qu'on connaît pas, et de vraiment donner une visibilité. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de traiter les camps vraiment un à un et pas tout englober dans des notions très floues. La deuxième mission de l'Observatoire, c'est les enquêtes de terrain, donc qui vont débuter l'année prochaine. Et dans le cadre de ces enquêtes de terrain, donc l'idée effectivement, c'est de cibler des camps dans lesquels on pourrait envoyer des observateurs de l'association qui vont enquêter sur place durant une semaine, donc en questionnant les réfugiés sur la manière dont ils sont éduqués dans le camp, la manière dont ils sont soignés dans le camp, la manière dont ils sont nourris dans le camp, la manière dont ils sont logés dans le camp, etc. Et en même temps, questionner tous les acteurs qui peuvent intervenir dans ces camps, et de pondre à ce moment-là des rapports d'enquête très très détaillés pour là aussi rendre compte de la manière dont les gens vivent dans ces lieux. Et la Mhm. troisième et dernière mission de l'Observatoire, c'est toute la mission de sensibilisation et de plaidoyer, et qui englobe un travail vraiment d'alerte sur toutes les atteintes avérées, constatées ou observées, les atteintes aux droits humains qu'on peut voir dans des camps. Donc c'est très très large. Ça peut être des problématiques liées à la logistique humanitaire, donc typiquement les enfants sont pas scolarisés dans un camp par exemple, ou ça peut être des problèmes vraiment qui sont plus graves en matière de droits humains,
comme les problématiques de mariage forcé des filles, de violences sexuelles, d'atteinte aux droits et libertés des réfugiés, de violation des droits et libertés de ces personnes. Enfin voilà, c'est très très large, mais c'est une mission qui est la plus importante en fin de compte, de D'accord. mettre en lumière vraiment tout ce qui ne va pas dans ces zones d'accueil. Donc, est-ce que c'est lié à ta mission en tant que rapporteuse de la Cour nationale du droit d'asile? Non, du tout. À la Cour nationale des droits d'asile, c'est vraiment institutionnel. Je travaille pour l'État, en fait. Donc, j'ai un devoir aussi de neutralité dans la manière dont j'étudie les dossiers. Mais à la Cour, je travaille vraiment sur une base juridique, en fait, parce que la France a ratifié la Convention de Genève de 1951, qui justement promeut l'accueil des réfugiés et tous les dispositifs qu'on doit mettre en place pour accueillir les réfugiés et donc et les protéger. Et donc en fait, la France, comme elle a ratifié cette convention, elle a des institutions et une juridiction qui appliquent du coup ces dispositions. Donc je travaille vraiment, moi, je me contente juste d'appliquer ces règles-là. Donc c'est pas tellement lié. Et c'est deux choses qui sont différentes, parce que là, nous, dans l'Observatoire, on travaille sur des camps, donc c'est pas tellement lié, c'est pas lié qu'à la question de l'asile. On travaille sur les camps en tant que zone d'accueil des réfugiés et lieu de vie des réfugiés, alors qu'à la Cour, je travaille sur des dossiers. Vraiment, est-ce que telle personne craint s'il retourne en Syrie, s'il retourne en Afghanistan, s'il retourne au Nigeria, etc. C'est vraiment une étude très personnelle de chaque personne dont je vais étudier le dossier. D'accord. Tu as commencé la Cour nationale du droit d'asile plus tôt, donc autant commencer par là. Mhm. Euh, Comment est-ce que tu as fait pour rejoindre cette institution? Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé par l'OFPRA, moi. Donc, l'OFPRA est lié à la CNDA d'une certaine manière, parce que c'est un recours. Donc, enfin, voilà. Mais ça s'est fait vraiment dans la continuité de l'OFPRA. D'accord. À la sortie de mon master, en fait, j'avais vraiment envie de travailler sur ces questions. Et je suis tombée, pas par hasard, parce que j'avais déjà entendu parler de cette administration, mais en tout cas, il y avait des offres d'emploi à ce moment-là et j'ai eu énormément de chance parce que quand on sait aujourd'hui la difficulté qu'on a à trouver un travail après un master 2, voilà, donc j'ai eu énormément de chance que 2 mois après l'obtention de mon master 2, j'ai été recrutée à l'OFPRA et en y travaillant une année, j'avais justement, là, je commençais à avoir besoin de voir ce qui se passait de l'autre côté. Enfin, ce qui se passait quand justement un réfugié était rejeté de l'OFPRA et quand il arrivait devant la Cour nationale du droit d'asile, comment est-ce que son dossier était traité en deuxième recours, enfin en deuxième. Et donc, ça s'est fait un peu dans la continuité. Donc, j'ai fait pareil. À ce moment-là, ils recrutaient des rapporteurs. J'ai saisi l'occasion. Donc, voilà. Mais ça s'est fait vraiment, du coup, dans un chemin de continuité. Ça. D'accord. Donc ta mission, pour résumer, c'est que tu reçois des dossiers des personnes qui font des demandes d'asile, donc depuis la France ou l'étranger, mais pour rester en France, et tu évalues si ça respecte enfin, les droits que la France accorde, ou je ne sais pas comment ça se passe, mais tu as des critères. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que la demande d'asile peut se faire que via la France. Donc, c'est pour ça aussi que les personnes sont prêtes à mourir en mer pour arriver parfois en Europe, parce qu'il faut Mhm. savoir que la demande d'asile, on peut pas la déposer via un pays étranger. Il faut, sauf vraiment dérogation, enfin, pour les Syriens, par exemple, on a pu parfois avoir des transferts, mais via les ambassades, mais généralement, il faut arriver sur le territoire pour demander une demande d'asile. Donc une fois qu'une personne arrive en France, elle peut demander l'asile, il faut faire une demande d'asile. Et que voilà, si elle passe devant l'OFPRA, il y a un entretien. Si l'OFPRA rejette la demande parce qu'on ne croit pas à l'histoire de monsieur ou madame, parce qu'on pense que s'il retourne dans son pays, en fin de compte, il n'a pas vraiment de crainte, parce que on considère que c'est pas un vrai militant politique, enfin peu importe. Mais en tout cas, il y a des raisons qui font que mais on a des doutes sur son histoire et on va rejeter sa demande de protection. Il arrive à la Cour nationale du droit d'asile. Moi, en tant que rapporteur, à ce moment-là, je vais analyser son dossier. Donc, je vais étudier ce qui s'est passé devant l'OFPRA, je vais étudier ses déclarations devant l'OFPRA, je vais étudier le recours qu'il a formé avec son avocat, le contenu du recours, si ça s'inscrit dans une continuité, si ça apporte des informations supplémentaires, etc. Et ensuite, je vais faire une synthèse de tout ça. Donc, je vais faire un rapport, d'où le don de mon métier, rapporteur. Et ensuite, il va y avoir une analyse géopolitique et juridique du dossier. Donc, typiquement, si c'est un militant politique guinéen, je vais étudier le parti politique dans lequel il s'est investi, je vais étudier les comités de base dans lesquels il a dit pas organiser des manifestations, etc.
Je vais regarder la documentation géopolitique pour voir quels ont été les événements majeurs en matière d'activité, le questionner sur ça. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'apporter tout un éclairage géopolitique sur la situation du requérant, mais aussi un éclairage juridique pour savoir si ces craintes rentrent justement dans la Convention de Genève. Donc, il y a des critères très précis d'octroi de protection internationale. On ne peut pas être protégé pour tout et n'importe quoi. Il y a vraiment des profils pour lesquels on peut être protégé et d'autres dont on ne peut pas être protégé. Donc voilà, je vais faire un travail de qualification juridique des craintes personnelles de monsieur ou de madame, voir si ça rentre dans la Convention de Genève ou les directives européennes. Et ensuite, je vais effectivement essayer d'apporter un maximum un éclairage géopolitique sur le pays d'origine de monsieur ou de madame en fonction de sa situation personnelle. Et donc, je vais lire mon rapport en audience, donc tout le travail de rédaction en amont, d'instruction du dossier, un peu comme des avocats. Hein. Et ensuite, je prépare j'ai pas un réquisitoire, mais une lecture de rapport qui doit quand même s'inscrire dans un devoir aussi de neutralité. C'est-à-dire moi, je dois pas prendre parti, je dois pas juger, bien entendu, le contenu des déclarations, mais je vais juste essayer d'apporter un éclairage. Et donc, à ce moment-là, on arrive au jour de l'audience, après la rédaction du rapport et la convocation du requérant avec son avocat. Je vais lire le rapport en audience et ce sont les juges de l'asile qui, eux, vont vraiment le questionner de manière un peu plus poussée sur son dossier, sur ses déclarations. Et puis, on écoute l'avocat en dernier recours, en dernier lieu dans l'audience. Et ensuite, moi, j'ai pas de voix délibérative. Donc, c'est pas moi qui donne la protection à la cour. Ce sont les juges de l'asile. Moi, je ne suis pas magistrate. Voilà, je travaille, je suis une collaboratrice des magistrats. Donc, j'assiste au délibéré parce que c'est moi qui rédige les décisions. Enfin, ce sont les rapporteurs qui rédigent les décisions de la cour. On peut guider éventuellement les juges en matière d'éclairage géopo ou juridique quand ils peuvent être un peu noyés dans les dossiers. Mais globalement, c'est eux qui décident. C'est eux qui nous disent, bon, bah, monsieur ou madame, on va la protéger pour tel motif ou on va pas le protéger pour tel motif. D'accord. Tu travailles à temps plein chez eux ou... Oui, oui, je suis complètement à temps plein à la cour. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est un métier qui est très très intéressant, qui est peu connu pour des juristes qui sont spécialisés en droit international ou plus sur les questions d'asile ou des réfugiés. Et pour faire simple, le poste de rapporteur, il est vraiment scindé en plusieurs phases. La phase d'étude de dossier, de rédaction du rapport, de la lecture du rapport en audience avec les juges de l'asile et les avocats, et ensuite la rédaction des décisions. Tu as combien de dossiers à peu près par semaine qui tu dois traiter? En tout, j'ai une norme annuelle de 325 dossiers par an. Donc, Ouais. en moyenne, ouais, c'est énorme. En moyenne, j'ai une trentaine de dossiers du coup par mois, parce que bon, si on enlève les congés, les week-ends, etc., j'ai à peu près une trentaine de dossiers à faire par mois. Donc, généralement, ça tourne autour de 2 rapports à rédiger par jour. Et j'ai deux audiences et demie par mois. Donc, une audience, à peu près 13 dossiers. Donc, voilà, globalement, j'ai 2 audiences de 13 dossiers et une demi-audience d'une demi-journée. On va placer 6 ou 7 dossiers. D'accord. Est-ce que tu as des cas qui t'ont marqué, que tu as pu voir? Ou bien c'est confidentiel? Non, non, c'est pas confidentiel. Je cite pas parce que les audiences sont publiques, donc c'est comme un tribunal en fait. Tu peux D'accord. aujourd'hui, si tu vas aller voir des affaires au pénal, c'est ce qui est beau, je dirais, dans cet aspect de la justice aussi en France, c'est que c'est public, donc généralement tout le monde peut y assister. Sauf quand le requérant demande justement le huis clos pour des raisons d'intimité ou de voilà, mais généralement c'est public. Donc les histoires des requérants sont à 90% dites devant les gens qui sont présents à l'audience, donc il n'y a pas de problème de confidentialité à ce niveau-là. Mais oui, oui, j'ai pas mal d'histoires qui m'ont marqué. Même si j'avoue que j'apprends aussi à me blinder, parce que forcément, à 300 dossiers à l'année, si je devais craquer à chaque parcours de vie qui était un peu compliqué, je m'en sortirais pas, quoi. Je pourrais pas avancer sur l'efficacité de mon travail et ce sur quoi on m'attend. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, du coup, j'ai pas mal de dossiers qui vont marquer, mais dont une vraiment, c'était une personne de nationalité congolaise qui, non, enfin, il y en a vraiment plusieurs parce que là j'y pense et je me dis, je vais parler pendant 10 ans, mais il y en a une vraiment qui m'avait marqué.
globalement, ce qui me marque, en tout cas actuellement de manière très générale, c'est tout ce qui passe par la Libye. D'accord. Parce qu'on sait ce qui se passe en Libye, on sait comment les personnes qui viennent d'Afrique noire sont traitées en Libye, et tout le trafic d'esclavage qu'il y a eu, la manière dont ils étaient vendus, parfois violés, etc. Donc, quand on a un requérant qui vient de Libye, on sait quasiment à 90% des cas qu'il a été soit vendu, emprisonné, torturé, et pour certains violé. Donc, c'est compliqué pour déjà se préparer à ces moments-là, parce que c'est des personnes qui arrivent complètement abîmées. Parfois, ils ont quitté un pays pour des raisons, voilà, de militantisme politique, etc. Et puis, c'est la trajectoire migratoire qui est plus grave, qui est plus traumatisante pour eux que ce qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine, quoi. Donc, ils arrivent en audience, parfois, effectivement, on a des personnes qui sont complètement abîmées. Et puis, il faut voir aussi comment ils sont parfois accueillis en France, quoi. Quand on a des requérants qui dorment dehors, qui sont porte de la Chapelle, qui sont dans des campements, forcément, ils sont pas en état à ce moment-là de parler de leur vécu, quoi. Ils sont pas en état de retracer de manière la plus zen possible leur histoire et tout le contenu de leurs craintes à ce moment-là. Donc, mais voilà, je vais donner un exemple qui m'a particulièrement qui m'a particulièrement touchée, pardon, et qui concerne une femme qui était d'origine congolaise et qui avait vécu ce qu'on sait aujourd'hui au Congo, des viols de guerre, quoi. C'est-à-dire qu'elle a été violée par des milices qu'il y avait dans l'est du Congo. Et à ce moment-là, je me dis, bon, dossier assez banal, c'est triste de dire ça, mais dossier, j'ai déjà traité, etc. Parfois, on a un décalage entre ce qu'on reçoit au moment du dossier, parce que c'est un dossier qui était relativement vide. Voilà, il y avait ces faits-là, mais il n'y avait pas beaucoup de documents. Enfin voilà, donc j'avais pas beaucoup de choses non plus pour pousser l'instruction. Mais du coup, vraiment, j'arrive à l'audience en me disant bon, dossier relativement simple, on va voir ce qu'il en est, et puis voilà. Et au moment où je vois arriver la personne, au fond, moi, je me dis, mais j'ai même pas besoin de lire le dossier. C'est-à-dire que quand on voit l'état de la personne arriver à la cour, voilà, c'était une personne qui était complètement éteinte, quoi. Elle était comme mort-vivante et morte vivante, c'est-à-dire qu'elle était complètement traumatisée et on avait beaucoup de mal à la faire parler. Donc voilà, à ce moment-là, c'est le seul cas où j'ai vraiment craqué et j'ai dû arrêter. Alors, je sais pas ce que j'avais ce jour-là, mais en tout cas, vraiment, elle m'a beaucoup touchée, cette dame-là. Et bien entendu, après, il y en a d'autres, hein. Il y a des cas très particuliers. Je me souviens d'avoir eu un apatride libanais, syrien-libanais. C'est quelqu'un qui, depuis les années 80, avec sa famille, avait été libanais, mais avait beaucoup vécu en Syrie. Et en fait, il n'avait jamais été enregistré, ni par les autorités libanaises, ni par les autorités syriennes. Et c'était pareil pour sa famille. Et en fait, c'était un apatride, quoi. Et en audience, il m'avait énormément touchée aussi parce qu'il avait un discours qui était poignant sur le fait qu'il n'avait pas d'État, que personne ne voulait le reconnaître, qu'il n'a jamais eu un certificat de naissance de sa vie, qu'il n'a jamais pu être scolarisé, etc. Et voilà, il y a des parcours de vie qui sont très très poignants et très touchants. Et c'est là où je me dis aussi que je suis à ma place, parce que quand je ressors de ça en me disant bon, bah, telle personne on l'a protégée ou elle a été protégée, et que j'ai fait tout mon possible pour essayer de nourrir le dossier, ou de le justifier au maximum avec de la documentation géopolitique, etc. C'est très lourd en fin de journée après une audience, mais je repars en me disant bon, bah voilà, c'est une bonne chose de faite, quoi. Et du coup, en général, le process dure combien de temps pour eux? Généralement, en termes bon, ça peut aller jusqu'à 1 an sur le tout, c'est-à-dire qu'il y a quand même le processus de demande d'asile devant l'OFPRA. L'OFPRA a 6 mois pour statuer sur la demande d'asile. Ensuite, le temps de faire le recours et le temps d'être convoqué, ça peut aller, oui, à 8 mois, 1 an, ça dépend. Ça dépend des uns et des autres, mais oui, généralement, il y a 1 an qui se passe entre le moment où ils font la demande d'asile et le moment où on peut, nous, avoir leur dossier. Donc c'est aussi source de stress pour eux, quoi. Vraiment, oui. Pour certains, ils passent 1 an dans l'attente, de savoir s'ils vont être protégés, si on va croire à leur histoire ou pas. D'accord. Et ils sont pas logés, ces personnes-là? Si, alors en principe, il y a
il y a les CADA, donc les centres de demandeurs d'asile, centres d'accueil de demandeurs d'asile, donc c'est les CADA qui sont en France et qui ont effectivement la possibilité d'héberger des demandeurs d'asile, donc le temps qu'on statue sur leur demande. Mais effectivement, le problème qu'on rencontre aujourd'hui, alors moi, c'est pas du tout mon domaine, hein, moi, je sais pas du tout comment fonctionne, enfin, j'interviens pas dans ces lieux, mais en principe, ce sont les CADA qui hébergent ces personnes ou des associations qui interviennent devant des demandeurs d'asile. Mais effectivement, il y a un problème de saturation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de budget, je pense. Je n'ai pas des statistiques en tête, parce qu'encore une fois, je ne travaille pas dans les CADA. Mais je le vois, bon, quand on a les adresses d'hébergement, ce sont souvent des CADA ou des associations qui hébergent les demandeurs d'asile. Mais il y a aussi des problèmes effectivement de manque de budget, de saturation, de manque de coordination entre les associations. Et c'est pour ça aussi qu'on a des campements, quoi. À Paris, porte de Paris, on a pas mal de camps de migrants, de réfugiés. Et moi, je suis vraiment choquée parce que quand j'ai pu parler un peu avec certaines associations, on a des nationalités qui sont protégées, systématiquement protégées. Donc, c'est pas que des migrants qui ont été, par exemple, rejetés de la demande d'asile. Parce que ce qui est vrai, c'est que dans les CADA, quand on est rejeté de la demande d'asile, ben on peut plus. Je veux dire, on a fait la demande d'asile, si on est rejeté, en principe, on peut plus être hébergé. Il faut passer via d'autres canaux. Il faut faire soit une demande de titre de séjour, soit trouver un travail, soit voilà, être régularisé, mais via un autre volet. Et là, on peut comprendre que voilà, il y a des personnes qui peuvent se retrouver presque à la rue du jour au lendemain. Mais il y a aussi des Afghans, par exemple, dans des campements. Les Afghans, ils sont systématiquement protégés parce qu'ils viennent d'un pays en guerre comme la Syrie, donc généralement, ils sont pour la plupart protégés. Et donc oui, il y a un problème de moyens. Je n'ai pas d'explication mais il y a un vrai problème de saturation. Il y a énormément de campements dans les parisiennes et c'est assez grave, quoi. C'est assez grave. D'accord. Et du coup, en parallèle de ça, toi, tu présides ton association. Mmh. Tu as le temps de gérer les deux en même temps? Comment ça se passe? C'est un travail d'organisation, mais c'est vrai que des fois c'est très prenant. Mais oui, je fais les deux parce que l'observatoire ne me nourrit pas pour le moment. C'est un projet qui est naissant et j'espère dans quelques années pouvoir en vivre. Donc c'est vraiment l'objectif que je me donne, c'est au fur et à mesure d'intégrer dans les demandes de financement de quoi moi pouvoir me payer un salaire et pouvoir du coup être véritablement à temps plein dessus. Mais c'est un travail d'organisation et les petites astuces que j'ai, c'est celles que j'avais déjà quand j'étais thésarde, parce que quand j'étais en thèse, j'avais des notes de thèse à pondre régulièrement et que j'étais aussi chargée de TD pour des L3. Bah, à côté, je travaillais aussi à temps plein. Et donc, en fait, j'ai dû très vite savoir jongler entre plusieurs choses. Et ça, c'est aussi le problème que énormément d'étudiants comme moi, c'est que dès la L1, moi, j'ai dû travailler 18 heures par semaine dans des petits jobs étudiants, donc comme beaucoup d'étudiants. Hein. Mais du coup, ça suppose, en fait, j'ai des réflexes que j'ai depuis la L1 en matière d'organisation, de gestion de temps, etc., que j'ai depuis la L1 parce que j'étais très tôt obligée de jongler entre plusieurs choses. Donc voilà, je m'en sors plutôt bien, j'espère. Mais oui, effectivement, je fais à temps plein, on va dire, sur les deux. D'accord. Et quand tu dis que tu as des techniques pour gérer ton temps, tu peux développer un peu? Ben, c'est des rituels. J'ai un temps dans la journée où je vais faire que répondre aux mails. J'ai un temps dans la journée où par exemple, là, clairement aujourd'hui, entre mon travail et l'observatoire, j'ai vraiment parfois, plusieurs fois dans la semaine et plusieurs jours dans la semaine où je scinde ma journée en deux. C'est-à-dire que quand je suis sur mes dossiers de la cour, je ne fais que ça. Je m'interdis de travailler sur l'observatoire. Et quand je prends 2-3 heures pour travailler sur l'observatoire, je ne fais que ça. Donc, selon les besoins dans la semaine, selon les activités qu'on a, par exemple, si on est vraiment à la veille d'une conférence pour l'observatoire, on est en train de préparer des événements comme ça a été le cas récemment, j'accorde un peu plus de temps à l'observatoire qu'à la cour. Et voilà, c'est vraiment une question d'organisation, mais généralement, je m'accorde en fait du temps pour l'un ou pour l'autre, et j'évite de trop mélanger les deux pour m'éparpiller. Et selon les priorités. Donc, si j'ai plus, par exemple, si je suis en audience à la cour dans une semaine, clairement, le temps que je vais consacrer à l'étude de mes dossiers va être plus important que le temps que je vais consacrer à l'observatoire. Donc voilà, c'est un peu des rituels aussi, c'est se lever tôt, c'est se coucher tôt,
c'est avoir des moments, des moments de transition aussi entre les deux et des moments de coupure. Mais voilà, c'est vraiment une question aussi de discipline personnelle. Hein. Vraiment, je vais pas imposer à tout le monde de se lever à 6 heures, 7 heures. Et voilà, généralement, en termes de rituel dans la journée, c'est je me lève, je lis un peu. Donc, rien à voir avec les projets, même si beaucoup de mes lectures sont liées à la question de l'asile et de l'exil. Et ensuite, je prends le temps de répondre à des mails, des messages, tout ce qui concerne des réunions, etc., etc. Fixer le programme de ma journée. Donc, je prends une petite demi-heure pour fixer le programme, soit des rendez-vous téléphoniques et la charge de travail que je dois faire, des objectifs que je dois atteindre. Et voilà. C'est vraiment quotidien. Et c'est une question, voilà, du coup, de programme, en fait. J'essaie de me faire un programme tous les matins de ce que j'ai à faire dans la journée et j'essaye de l'atteindre. Voilà. D'accord, donc tu prépares le matin ton programme de la journée et tu essaies de t'y tenir. Exactement. Exactement. Cool. Par rapport à ton association, tu fais tout ça à distance ou tu te déplaces? Vous êtes une équipe? Oui, on est aujourd'hui 70 contributeurs et contributrices et on a un comité d'honneur qui est comme un comité d'experts qui a un rôle consultatif, qui est composé d'une quinzaine de personnes et qu'on va consulter 2 à 3 fois par an lors d'une réunion d'échange, voilà, présenter nos travaux. Mais alors en termes d'organisation de travail, en fait, effectivement, le critère numéro 1, c'est l'autonomie des personnes. Donc, dans la mesure où on n'a pas de locaux, enfin, on n'a pas de locaux qui nous sont propres, c'est-à-dire qu'on ne paye pas de loyer pour des locaux pour l'observatoire, mais on est incubé à Singa, donc une association qui sélectionne 14 projets par an qu'ils vont accompagner. Et donc, on a été sélectionné en octobre, un mois après la création de l'observatoire par Singa pour être accompagné. Et dans le cadre de cet accompagnement, on bénéficie de leur espace de coworking, de leur salle de réunion, de leur espace de travail, des outils qu'ils mettent en place, de leur réseau aussi. Et du coup, en termes d'organisation de travail pour les membres de l'observatoire, globalement, on est tous autonomes. Donc, les contributeurs et contributrices pour cette première année d'études, ils se sont positionnés sur 2 camps sur lesquels ils vont travailler et élaborer des fiches explicatives. Et nous, concrètement, on va se voir avec les membres de l'observatoire au moment où on va faire des réunions de pôle. Donc, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense on l'aura compris, on travaille sur tous les camps qui sont installés dans le monde. Et nécessairement, on a dû s'organiser en pôle géographique, parce que les réalités des camps ne sont pas les mêmes selon les zones géographiques dans lesquelles on se trouve. Et donc, on a un peu l'Afrique, un peu le MENA, donc Afrique du Nord, Moyen-Orient, un peu l'Europe, un peu l'Amérique du Sud et un peu l'Asie. Et donc, les contributeurs sont répartis du coup par pôle sur lesquels ils travaillent. Et quand ils ont fini leur fiche explicative, ils nous ont rendu cette fiche. On rentre dans la phase de relecture, de correction, et on va convoquer une réunion, une session de travail dans le pôle, avec la responsable de pôle, moi-même et les membres du pôle, pour échanger sur le rendu de cette fiche, comment leur travail s'est passé, comment leur contribution s'est passée, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer leur contribution, quels outils on peut mettre en place pour que leur travail de recherche soit plus efficace, plus pertinent, etc. Mais globalement, le temps de travail, de recherche et de rédaction de cette fiche sur le camp, ils sont assez autonomes. Donc moi, je reste disponible pour voir les uns et les autres si besoin, mais globalement, ils ont 3-4 mois où ils sont seuls face à ce travail de rédaction et on va se voir quand ils vont le rendre. D'accord. Donc ces personnes-là sont bénévoles, ils travaillent et en plus de ça, Oui, d'accord. exactement, ils sont Ils sont tous tous bénévoles. francophones? Oui, oui, tous francophones, à minima aussi anglophones. Et le petit plus, c'est d'avoir une troisième ou une quatrième langue. Donc, on a pas mal de contributeurs qui sont en France, mais on en a beaucoup aussi qui sont à l'étranger. Donc, par exemple, pour le pôle Afrique, ils sont une vingtaine. Il y en a 10 qui sont en Afrique et il y en a 10 qui sont en France. Donc, pas que à Paris, mais qui sont dans d'autres villes. Et pour les autres pôles aussi, on a quelques personnes oui, qui sont à l'étranger. On a une qui est à New York, une autre qui est au Costa Rica, une autre personne qui est en Corée. Et puis pour le pôle Moyen-Orient, on en a quelques-unes qui sont au Liban, en Jordanie, mais la plupart, ils sont en France. D'accord. Et les critères pour intégrer un pôle, quels sont-ils? Alors les critères, alors voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est une association, donc en principe tout le monde peut y adhérer, donc tout le monde peut pour rejoindre l'observatoire en tant qu'adhérent. Par contre, pour avoir le statut de contributeur et de contributrice, c'est un vrai système de recrutement. Donc moi, je recrute les contributeurs
sur effectivement leur CV, leurs expériences, leurs spécialités. Et c'est un projet qui est humain, donc j'ai pas envie d'un entre-soi entre juristes spécialisés en droit de l'homme ou droit des réfugiés. Donc j'essaie de piocher aussi de dénicher des profils qui sont aussi atypiques, mais qui sont très très importants. Il faut comprendre que les camps de réfugiés aujourd'hui, c'est comme des sociétés, c'est des micro-sociétés. Donc on peut pas juste les analyser sous le regard d'un juriste ou sous l'œil d'une personne qui a fait, je sais pas, la géopolitique ou voilà, du droit. On a vraiment besoin d'analyse et des observations. Et donc, j'essaye, en termes de critères, d'élargir à des profils qui sont complémentaires. Donc, on peut avoir quelqu'un qui a fait de la sociologie, par exemple. On va avoir quelqu'un qui a fait de l'anthropologie, d'autres qui ont fait de l'étude de l'histoire sur l'immigration ou sur un pays en particulier. Mais effectivement, force est de reconnaître que la plupart des contributeurs et contributrices ont à minima un master 2 en Sciences Po, relations internationales, géopo, droit international, droit humanitaire, question des migrations. Et voilà, ils sont tous un peu initiés à la question, soit parce qu'ils ont fait justement un parcours qui les a initiés à la question du droit des réfugiés, soit à l'inverse, ils ont un parcours plus spécialisé sur une zone en particulier. Donc on a des personnes qui ont fait par exemple des masters spécialisés sur la région du Moyen-Orient ou des masters spécialisés sur l'Afrique par exemple. Et donc, du coup, c'est un peu cette complémentarité. Mais les critères, c'est vraiment avoir un minimum déjà de niveaux qui permettent de vous laisser en pleine autonomie pendant 2 ou 3 mois pour le travail de rédaction et de recherche du fiche, parce que c'est un vrai travail de recherche. Pour aujourd'hui présenter un camp de réfugiés sur une dizaine de pages, c'est quand même des dizaines et des dizaines d'articles, de rapports à consulter pour croiser toutes ces données et en faire une synthèse. Donc moi, j'ai vraiment besoin, en termes de garantie, d'avoir des personnes qui sont suffisamment qualifiées pour faire ce travail et que je peux faire confiance du coup sur la qualité qu'ils doivent rendre de ce travail-là. D'accord. Et les observateurs doivent se rendre dans ces camps, forcément? Non, pour cette première mission qui est l'étude des camps, c'est un travail de recherche. Donc, on va se baser sur les données publiques. C'est très important pour moi qu'on fasse ce travail-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les informations qu'on retrouve sur les camps de réfugiés ne sont pas centralisées. Donc, si tu veux avoir des informations sur un camp, il faut que tu croises énormément de données pour avoir une idée de quels sont les services qui sont assurés, quel est le rôle de l'État qui accueille ce camp, comment le camp a été installé. Donc là, c'est plus de l'histoire liée à l'installation du camp. Pourquoi les gens ont fui, et pourquoi ces personnes ont fui, pourquoi ils avaient besoin d'une protection, quels sont les acteurs qui sont présents dans le camp, qui fait quoi, etc. Si tu veux avoir vraiment une vue d'ensemble sur la manière dont le camp fonctionne, il faut que tu croises énormément de données. Et nous, c'était très important pour moi qu'on puisse centraliser toutes ces données. Vraiment, faire déjà ce travail de recherche et centraliser pour toutes les personnes qui sont sensibilisées à ces questions, avoir du coup à leur porter un document d'une dizaine de pages très synthétique qui viennent justement vous présenter ce camp, sans que vous ayez à faire tout ce travail que nous on fait pendant des mois. L'objectif final, c'est quoi? C'est d'informer la population? Donc les missions de l'Observatoire, effectivement, il y a un vrai volet d'information, de sensibilisation du grand public sur ces questions, puisqu'on parle beaucoup des réfugiés, mais très très peu des millions de personnes qui vivent dans les camps et qui meurent pour certains dans les camps, puisque le camp aujourd'hui dure en moyenne 12 ans. D'accord. Et la raison d'être de cet observatoire, c'est aussi d'avoir un volet recommandation qui est adressé aux gestionnaires des camps et aux États qui accueillent les camps, et donc d'avoir vraiment un message qui est aussi adressé à tous ceux qui travaillent dans les camps. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune organisation, aucun institut, aucune instance indépendante qui vienne justement faire ce travail d'enquête sur ce qui va ou ce qui ne va pas dans les camps. Il y a aucun organe comme ça qui vient observer, chapeauter tout ce qui se passe dans les camps et qui peut justement faire un travail de recommandation, de sensibilisation. Donc la mission véritablement de l'Observatoire, effectivement, est une mission d'information du grand public, de sensibilisation du grand public sur cet enjeu. Mais aussi, on a tout un volet recommandation qui est adressé aux acteurs gestionnaires du camp sur tout ce qui peut être amélioré, mais aussi tout ce qui ne va pas du coup dans les camps en matière de respect des droits humains. D'accord. Et du coup, tous vos travaux sont disponibles, sur Internet? Toutes les fiches qu'on est en train de rédiger et de mettre en place
sur les camps seront disponibles sur le site. Le site est en cours de création, il sera prêt pour mi-mars. Et pour le moment, on communique sur nos pages LinkedIn, Twitter et Facebook. Et effectivement, on a oui, pour objectif de publier. Alors, on ne publiera pas toutes les fiches d'un coup, parce que là, aujourd'hui, on a plus de 50 fiches qui sont déjà en cours de finition, de correction. Parce que la première session de travail vient de se terminer. Elle s'est tenue de septembre à décembre pour la fiche 1. Et la fiche 2 va être rédigée, elle, de janvier à avril. Donc là, on a plus d'une cinquantaine de fiches qui sont prêtes. On va pas tout publier d'un coup. On va voir justement si on commence par un pôle en particulier, une zone en particulier. Mais effectivement, tous nos travaux seront disponibles sur notre site. D'accord. On arrive à la fin de ce podcast. Je suis désolé, on est un peu en dehors du temps. Il n'y a pas de problème. J'ai un peu trop parlé peut-être. Non, il n'y a pas de souci. J'avais juste une ou deux questions pour terminer. Quels sont vos besoins pour le moment? De profil ou de fond? Ou c'est quoi vos besoins pour avancer? Ouais, il y en a vraiment merci de poser cette question parce qu'on la pose pas souvent, mais on a effectivement besoin de financement. En fait, l'enjeu là pour l'observatoire, c'est le capital humain, ça se passe très bien. J'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui sont intéressées par le projet, qui nous contactent, et c'est déjà compliqué de gérer tout ça. Donc, au niveau des contributions, on est déjà très bien et on est assez pour le moment, on est plus de 70. Mais c'est vrai que ce sur quoi on a besoin de travailler sur les prochains mois, c'est vraiment la recherche de financement. On a besoin de plus de 50 000 € aujourd'hui pour financer les missions de terrain de l'année prochaine. Mmh. Et pour lesquels on voudrait aller au Moyen-Orient, en Europe, donc Grèce ou Italie pour voir les camps de migrants, et en Afrique. Et donc on a besoin à peu près d'une cinquantaine de mille euros. Et c'est toute la recherche de financement qui aujourd'hui nous préoccupe. D'accord. Donc vous cherchez les financements auprès de particuliers ou d'investisseurs, ou comment ça se passe? Exactement. Donc entités privées, investisseurs, fondations, particuliers. Pourquoi? Parce qu'on refuse justement on veut pas de financement des États. On ne veut pas de financement d'organisations internationales ou de financement d'ONG internationales parce que ce sont celles et ceux qui travaillent et qui financent justement les camps. Et donc, il y aurait conflit d'intérêts puisque notre travail, c'est vraiment de vérifier, entre guillemets, si leur travail est bien fait. Si on est financé par eux, il y a véritablement un conflit d'intérêts à ce moment-là. Donc, on a vraiment besoin de rester très indépendant de tous les acteurs qui gravitent dans les camps pour éviter d'avoir justement des pressions d'influence sur les travaux et la qualité des travaux qu'on pourrait publier. D'accord. Si quelqu'un veut vous aider financièrement, vous avez un site ou... Oui, on a alors les pages, comme je le disais, on peut en trouver sur Facebook, LinkedIn, Twitter, et on a une adresse mail, donc c'est contact@o-du6cr.org. Ok. Bah, écoute, je mettrai ça en description aussi. Merci Dernière beaucoup, question, c'est est-ce que gentil. tu as un livre à conseiller au niveau de... tu disais que tu lisais beaucoup le matin. Un ou deux livres que tu conseillerais aux auditeurs pour mieux comprendre la problématique des réfugiés et des apatrides? Ah ouais, il y en a énormément et surtout que moi j'ai plus traité ça sous le volet plus d'études universitaires. Donc bon, il y a énormément de travaux de Michel Agier, par exemple, qui est un anthropologue que j'adore, qui m'a propulsé un peu sur ces questions. Donc Un monde de camp de Michel Agier, qui est un anthropologue. Mais je citerai surtout, et je pense que ça correspond plus aussi à la dynamique du podcast, un poème, un poème de Mahmoud Darwish qui s'appelle Sajjal Ana Arabi et qui m'a beaucoup aussi touchée, propulsée dans ces questions sur l'identité palestinienne et qui parle effectivement de l'exil et du malheur des Palestiniens qui sont un peuple exilé à l'infini, j'ai l'impression. Donc voilà, pour les amateurs de poèmes, les poèmes de Mahmoud Darwish, un grand poète palestinien, surtout Sajjal Ana Alavi. Et puis pour celles et ceux qui sont vraiment du coup plus intéressés à la question des camps, je vous renvoie aux travaux de Michel Agier sur les camps. Super. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite un bon courage pour la suite. C'est beaucoup de travail. Je peux le Oui. sentir. Et voilà, je mettrai tous les liens en description. Merci J'invite beaucoup, les c'est vraiment auditeurs gentil. à aider s'ils veulent, que ce soit des petits moutons ou des gros montants, ça peut toujours aider. Merci beaucoup et bon courage à toi pour tes prochains épisodes. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager à votre entourage en envoyant le lien du podcast ou en partageant la page Facebook Muslim Makers.
On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, avec un nouvel invité.